Avant-hier, on avait discuté un peu les principes généraux de l'alimentation des animaux. Donc, on avait parlé un peu de quels sont les facteurs qui influencent au fait l'alimentation des animaux. Donc, si vous voulez réellement réussir à alimenter vos animaux, quels sont les facteurs que vous devez prendre en compte et quelles sont les étapes de l'alimentation des animaux. Donc, depuis et, et la maîtrise de l'animal jusqu'au rationnement. C'est-à-dire le rationnement, c'est que vous finissez de fabriquer l'aliment, maintenant vous servez la ration qu'il faut aux animaux chaque jour. Donc, on a parcouru un peu tout ce processus-là. Et enfin, nous avions vu un peu quelques conseils pratiques qu'il faut euh, prendre en compte, qu'il faut considérer quand l'on veut réellement réussir une bonne alimentation de ces animaux. Donc, ce soir, nous allons parler des ressources alimentaires qui sont utilisées dans l'alimentation des animaux. Quelles sont les matières premières, quelles sont les matières premières qui sont souvent utilisées et quelle est leur typologie? Quand on parle de typologie, c'est-à-dire que les matières premières sont classées en fonction de leur source principale, de leur apport principal en nutriments, pardon, je veux dire. Donc, par exemple, maintenant, nous avons le groupe des matières premières qui apportent principalement de l'énergie, le groupe des matières premières qui apportent principalement de la protéine, le groupe des matières premières qui n'apportent que les minéraux et les vitamines, le groupe des matières premières qui n'apportent que. Vous comprenez? Donc, c'est ça qu'on appelle en fait la typologie des matières premières. Donc, vous devez connaître cette typologie-là et savoir, telle matière première, elle est classée dans telle catégorie de matières premières parce qu'elle apporte principalement tel nutriment. Et sans connaître ça comme ça, vous risquez de mélanger les matières premières dans votre ration alimentaire et là, ce n'est pas bien. Donc, ça fait partie des étapes qu'il faut apprendre d'aller vers la formulation. Donc, on ne peut pas aller vers la formulation sans maîtriser concrètement la typologie des matières premières. C'est pourquoi j'ai prévu ce soir qu'on parcourt cette notion-là ensemble. Nous allons parcourir ça ensemble, peut-être en maximum 30 minutes ou 40 minutes, parcourir ça ensemble et voir les matières premières qui sont les plus utilisées et leur typologie. Et d'ores et déjà, je voulais vous rappeler que si vous vous rappelez très bien, le premier jour, quand vous m'avez contacté par rapport à faire des formules alimentaires, je vous ai dit que c'est les mêmes ressources alimentaires, c'est les mêmes matières premières partout. Bon, pratiquement les mêmes matières premières partout. Mais elles ont des compositions différentes d'un pays à un autre, d'une région à une autre. Parce que quand on parle de formulation de ration alimentaire, la composition nutritionnelle de la matière première joue un rôle très primordial. C'est même sur ça même qu'on se base pour faire la formulation. Donc, si moi je suis ici au Bénin, je prends le maïs qui est produit ici au Bénin pour faire pour formuler une ration alimentaire que je vous envoie à vous, peut-être qui avez votre ferme peut-être en Guinée. Vous allez utiliser le maïs qui est cultivé en Guinée là-bas. Ça peut ne pas être la même variété de maïs. Et les conditions climatiques, voilà, les conditions climatiques également aussi diffèrent. Donc, tout ça, là, sont des facteurs qui peuvent influencer sur la composition nutritionnelle du maïs. Donc, tout ce qui me contactent pour dire, formule alimentaire, je leur dis non. Si tu veux que je t'aide à avoir une formule alimentaire, fournis-moi les matières premières que tu veux utiliser et leur composition nutritionnelle. Là, je t'aide à avoir une formule alimentaire. Je ne peux pas pouvoir t'aider et te créer encore des problèmes. Parce que si je te fais une formule alimentaire et que les matières premières que tu as utilisées ne sont pas celles qu'il faut réellement pour la ration, pour la formule alimentaire, le client en fait risque de ne pas avoir les résultats. Vous voyez. Donc, les matières premières que je vais vous présenter tout à l'heure avec leur composition
Ce n'est pas des choses standards, ce n'est pas des choses qui ne varient pas, ce n'est pas des choses que vous devez prendre telles qu'elles sont comme ça, non. C'est des choses que vous allez vous renseigner dans votre environnement et les adapter à ça. Les chiffres qui sont dedans, vous allez les revoir en fonction de votre environnement. J'espère que vous me comprenez Ouais. un peu. Voilà. Sans ça, donc, ce n'est pas des chiffres standards, c'est des chiffres qui sont, par exemple, maintenant, estimés à partir des ressources locales de chez nous ici. Vous comprenez? Donc, quand vous prenez ça là-bas, vous ramenez tout ça dans votre contexte et vous changez les chiffres en fonction des recherches qui ont été effectuées, des travaux de recherche qui ont été effectués dans votre environnement et que ces travaux de recherche-là ont donné comme résultat pour pouvoir concevoir votre propre tableau. D'accord. Donc, sans plus tarder, j'irai rapidement sur la base Excel et là, nous allons parcourir un peu ces matières premières-là ensemble et voir. OK. Voilà. Vous avez vu ça? Vous n'êtes qu'à partager. Vous voyez ce Ouais. que je vois? Oui, oui. Oui. Voilà. Très bien. Vous allez voir ici que, voilà, vous voyez, ici, c'est mes Ouais. catégories. Catégories. Donc, c'est en fait, comme également aussi, on parle de typologie. C'est pratiquement la même chose, typologie. Donc, la catégorie ou la typologie, c'est la même chose. Donc, quand on parle de typologie, ça vient de l'expression type. Vous voyez, non? Ça parle de l'expression type. Donc, c'est pratiquement la même chose. Donc, ici, nous avons les matières premières, principalement sources d'énergie. Voilà, tel que vous voyez ici, sources d'énergie. Nous avons les matières premières, principalement sources de protéines également aussi. Voilà. Les matières premières, bon, il y a les sous-produits agroalimentaires, voilà, qui sont à la fois riches en protéines et aussi en énergie parfois. Donc, c'est souvent difficile de les classer dans une catégorie donnée, en fait. Nous avons les sources de minéraux, voilà, les sources de minéraux qui sont là aussi. Et nous allons finir par, voilà, ici, la dernière feuille qui présente les vitamines qui sont utilisées et leurs sources. Vous savez que les vitamines sont des substances chimiques qu'on retrouve dans des produits. Donc, si je veux la vitamine A, Ouais. quel produit je vais acheter pour pouvoir avoir la vitamine A? La vitamine A elle-même, comme ça, ne se vend nulle part. C'est un peu ça. Donc, vous avez les produits sources ici. Donc, si je reviens sur cette première feuille, vous allez voir, tout à l'heure, vous allez voir que, vous allez constater que dans mes propos, je parle chaque fois en termes de matière première, principalement source d'énergie. J'ajoute toujours l'expression principalement. Parce qu'une matière première apporte un peu de tout. Une matière première, elle apporte un peu de tout. Mais vous allez voir qu'il y a un nutriment qu'elle apporte le plus que les autres. Et c'est suivant ce nutriment-là qu'on la classe pour dire, bon, elle là, on peut l'utiliser comme source d'énergie, elle, on peut l'utiliser comme source de protéines, elle, on peut l'utiliser comme source de temps, et puis ainsi de suite. Donc, c'est pourquoi chaque fois, quand on veut parler des matières premières, de la typologie, on parle toujours de matières premières, principale source d'énergie, principale source d'énergie, pour dire qu'elles apportent autres nutriments, mais c'est beaucoup plus l'énergie qui est plus leur teneur en énergie est plus élevée, quoi, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on leur attribue Ouais. l'appellation de source d'énergie. C'est pareil aussi pour les matières premières sources de protéines. Donc, si je viens ici, vous allez voir les matières premières sources d'énergie qui sont ici, dans ma base ici. Vous allez voir, il y a le maïs jaune. Vous savez qu'il y a plusieurs types de maïs, il y a plusieurs variétés de maïs. Il y a le maïs jaune et le maïs blanc. Le maïs jaune, c'est souvent utilisé pour les pondeuses. Ça a un impact en fait sur la couleur du jaune d'œuf, sur le jaune d'œuf. Donc, quand le maïs est jaune, la probabilité pour que le jaune d'œuf de votre œuf là, de vos œufs, en fait, soit pur. Vous voyez? Donc, il y a le maïs jaune qui est là. Il y a le maïs blanc. Il y a le mil. Voilà. Il y a le mil. Il y a le blé entier. Il y a la farine de blé. Il y a la farine de manioc.
il y a le griot de manioc, il y a l'amidon de manioc, il y a l'huile végétale, donc comme l'huile de palme, tout ça là, c'est des huiles végétales. Donc, il y a huile de soja raffinée, huile de poisson, huile de soja, huile de palme, mais la mélasse. Donc, il y a la mélasse, il y a aussi la drèche de brasserie. Donc, il y a plusieurs quand même. Donc, la drèche, c'est parmi les sous-produits agro-industriels. Voilà. Donc, c'est en bas. Donc, vous allez, ici, c'est quelques exemples, hein, ce n'est pas tout. La liste n'est pas exhaustive. Hein? C'est juste des exemples que moi j'ai mis ici pour pouvoir montrer aux gens, voilà quelques exemples de matières premières qui sont utilisées principalement pour leur apport en énergie. Et vous allez voir ici, la composition en fait, des aliments, de ces matières premières-là, en fait, est donnée suivant, vous voyez, en haut ici, vous allez voir, Hein? il y a la teneur en eau. Donc, quelle est leur teneur en eau? Donc, la teneur en eau et puis la matière sèche, vous allez voir que les deux vont faire toujours 100%. Parce que c'est comme si, voilà, quand je prends la matière, elle est composée de l'eau et de la matière sèche. Donc, quand je prends un grain de maïs, que je pèse comme ça, son poids est constitué à la fois de l'eau que ça contient et de la matière sèche que ça contient. Donc, c'est quand on sèche ça maintenant au soleil ou bien on met ça au four que l'eau s'évapore et il reste juste maintenant la matière sèche. Donc, il y a la matière sèche qui est là, vous allez voir pour le maïs, et la, matière, et la teneur en eau. Les deux sont là. Donc, ensuite, nous avons la protéine brute. Donc, le maïs jaune apporte seulement 7% de protéines brutes. 7% de protéines brutes. Vous voyez? Seulement Ouais. 7%. Mais en termes d'énergie, il apporte 3350 kilocalories par kilogramme de maïs. Vous voyez qu'en termes d'énergie, le maïs apporte beaucoup. C'est pour ça Oui. qu'il est classé ici comme matière première source d'énergie. Ne vous inquiétez pas, quand on va finir, vous allez me donner votre adresse mail. Je vais vous envoyer la base là par mail. Là, vous aurez ça et vous-même, vous pourrez maintenant faire vos recherches pour voir quelles sont les valeurs, quelles sont ces valeurs-là, au fait, dans votre environnement là-bas. Si vous avez le maïs jaune en Guinée, quelle est sa composition là-bas? Et puis, essayez de renseigner ça dans la base pour avoir même votre propre base, quoi. Parce que sans cette base-là, vous ne pouvez pas faire la formulation. C'est ici on part pour aller vers la formulation. Donc, ici, le maïs jaune, vous voyez sa composition, ça contient 7% de protéines brutes, 3350 kilocalories d'énergie, 4% de matière grasse, ça contient de fibres, 3%, mais ça, maintenant de calcium, de phosphore, et en termes de lysine de protéines, ça contient un peu. Lysine 2,6, méthionine 1,8. Vous voyez, donc, c'est un peu ça, la composition. Ça, là, ce n'est pas, même la liste des nutriments ici aussi n'est pas exhaustive. Il y a beaucoup d'autres nutriments qu'on pouvait aussi développer. Mais si vous voulez faire une formulation sur ce plan de base, ces nutriments qui sont ici sont déjà largement suffisants. Sont déjà largement suffisants. Donc, ça, c'est pour les matières premières sources d'énergie. Donc, la même chose pour le maïs blanc. Pour le mil, vous allez voir le mil. Donc, il contient 10% de protéines brutes et 2560 kilocalories d'énergie par kilogramme de mil. La matière grasse, c'est 4. La fibre, c'est 8. Et puis ainsi de suite. Le blé entier, pareil, 10% de protéines, 3002 kilocalories d'énergie. Voilà les matières premières sources d'énergie. Bon, des exemples de matières premières sources d'énergie qu'on utilise souvent pour pouvoir formuler la ration alimentaire pour vos animaux. Et c'est parmi ces matières premières-là que vous avez inventoriées dans votre base, que vous choisissez celles que vous allez utiliser pour faire la formule alimentaire en fonction de leur disponibilité, en fonction de leur disponibilité et de leur prix sur le marché. Je vous en avais parlé hier, avant-hier, lors de notre première séance. C'est en fonction de leur prix et de leur disponibilité le long de l'année que vous choisissez les matières premières que vous allez utiliser pour faire votre ration alimentaire. C'est ça. Donc, on quitte maintenant les matières premières sources d'énergie, on vient sur les matières premières sources de protéines. Et à ce niveau, ces matières premières-là sont subdivisées, cette classe-là
est subdivisée en deux. Il y a les matières premières sources de protéines d'origine végétale, tel que vous le voyez ici en haut, ici en rouge, d'origine végétale. Et il y a aussi les matières premières sources de protéines, mais d'origine animale, tel que vous le voyez en bas ici. Voilà. Tel que vous le voyez ici, d'origine animale. Donc, si je prends les matières premières sources de protéines, mais d'origine végétale, voilà, par exemple, on a ici voilà, le tourteau de soja, tout ce qui est tourteau de soja, farine de soja, tourteau d'arachide, farine d'arachide, et voilà, et ils appellent ça, bon, ça c'est en anglais, mais vraiment, je ne sais pas trop comment traduire ça directement en français pour que vous compreniez. Full fat soya, c'est comme, en tout cas, ce qui est c'est le soja, quand même, c'est le soja. C'est une matière première qui est dérivée du soja. Donc, quand on parle de roasted, ça veut dire que ça a été, je crois, roasted, ça a été, euh, euh, ça a été mis dans de l'eau chaude. Vous comprenez? Vous savez que le soja contient un facteur antinutritionnel, n'est-ce pas? Ça contient un facteur antinutritionnel et c'est pour ça que c'est conseillé de toujours le faire torréfier quand on veut l'utiliser pour alimenter les animaux. Parce que ce facteur antinutritionnel, qu'est-ce que ça fait? Ça limite l'accès des animaux à la protéine qui est contenue dans le soja. Donc, vos animaux peuvent avoir, le soja peut contenir réellement de protéines. Vous voyez que c'est ici, maintenant, vous allez voir, farine de soja, 42% de protéines. Ça contient réellement de protéines. Mais ces protéines-là sont parfois au fait, entourées de certaines substances qui n'est pas digestible pour les animaux, qui rend les protéines indigestibles pour les animaux. Donc, c'est pourquoi on fait parfois des procédés de pré-traitement. Vous vous rappelez la fois dernière, je vous avais parlé de ça, que quand vous prenez les matières premières, il y a certaines matières premières, après, avant de les utiliser, on fait d'abord les pré-traitements d'abord. C'est le cas ici, par exemple, du soja où on le torréfie d'abord. Donc, quand on parle de full fat soya roasted, ça veut dire le grain de soja qu'on a torréfié. Okay. Donc, torréfié, c'est-à-dire on l'a soumis à la chaleur. Oui, c'est comme pour extraire l'huile de soja. Voilà, c'est ça. Donc, on le soumet à la chaleur pour pouvoir en fait briser les liaisons de ces substances antinutritionnelles là, pour pouvoir rendre en fait la protéine plus disponible pour les animaux. Donc, c'est des techniques d'inhibition des effets des facteurs antinutritionnels qui sont ici, donc extruded, roasted, micronized, on met ça dans le micro-ondes, micronized, donc pour pouvoir en fait, toujours les soumettre à une chaleur intense pour pouvoir briser le lien de ces facteurs antinutritionnels. Donc, nous avons la levure de bière. Donc, la levure de bière, c'est la levure qui sort de la fabrication de la bière. Quand on finit la fabrication de la bière, quand vous allez souvent dans les brasseries, là on les fabrique les bières souvent, c'est souvent disponible, la levure de bière. Elles sont riches en protéines, donc elles sont beaucoup plus utilisées comme source de protéines. On a les graines de coton, voilà, donc quand on extrait l'huile de la graine de coton, donc on a la graine de coton elle-même qui est là. On a le tourteau de coton qui est aussi utilisé comme source de protéines. On a le tourteau de tournesol, donc le gluten de maïs, de blé, farine de palmiste et tourteau de palmiste. Donc tout ça là, toutes ces matières premières là sont utilisées pour leur apport en protéines. C'est pas qu'elles n'apportent pas de l'énergie. Vous allez voir ici qu'elles apportent de l'énergie. Ou bien, il y a des matières premières qui apportent 2900, 3000, 2400, mais elles sont utilisées plus pour leur apport en protéines. Mais quand vous les utilisez dans la ration, elles apportent à la fois la protéine et aussi l'énergie. C'est comme ça.
Mais quand vous voulez faire votre ration alimentaire, vous les mettez dans la catégorie des rations, des matières premières du moins, qui apportent la protéine, principalement la protéine. Donc, vous allez voir ici, c'est comme ça. Et vous allez voir ici que leur apport en lysine et méthionine aussi est un peu conséquent. Vous voyez ici, leur apport en lysine et méthionine, c'est conséquent parce que c'est des matières premières sources de protéines. Donc, voilà, ils apportent du moins beaucoup en termes de lysine et puis de méthionine. Voilà. Comparativement aux autres, vous allez voir ici, comparativement aux autres matières premières, sources d'énergie qui apportent 0,4, 0,07, d'autres même qui n'apportent même pas du tout. Voilà. Donc, ça c'est les matières premières sources de protéines, mais d'origine végétale. Maintenant, les matières premières sources de protéines d'origine animale. Donc, c'est là nous avons les farines de poisson, 72%, farine de poisson, 65%. Nous avons, vous connaissez les asticots? Oui, une fois, je t'avais même demandé ça, oui. Voilà, les asticots. Mais j'ai dit ça, pour mettre ça en place, il faudrait que c'est quand je serai en Guinée. D'accord, voilà. Donc, vous pouvez vous-même construire un petit local où vous allez produire des asticots vous-même. Donc, soit les asticots sont donnés, sont servis souvent aux animaux à l'état frais comme à l'état séché. À l'état séché, vous pouvez d'abord les rendre sous forme de farine et maintenant intégrer directement dans l'aliment des animaux. Donc, c'est quand vous voulez faire ça, quand vous voulez utiliser ça dans la ration, dans une ration, il faut forcément utiliser la forme farineuse. Donc, vous allez voir ici, il y a l'asticot frais. Ça, c'est la forme qu'on sert directement aux animaux. Donc, c'est-à-dire quoi? Vous les produits, c'est dans vos récipients. Donc, vous êtes dans votre poulailler. Maintenant, vous mettez ça comme ça par terre aux animaux. Surtout les volailles, vraiment, elles en raffolent. Pareil aussi pour le sécher aussi. Maintenant, si vous voulez faire un truc concret, là, vous réduisez totalement les asticots en poudre, c'est-à-dire son de farine, que vous incorporez maintenant dans la ration alimentaire comme matière première source de protéines. Dans ce cas, vous utilisez la farine d'asticot. Vous allez voir sa composition, son apport en protéines est de 50%. Ouais. C'est 50%. Donc, c'est une matière première extrêmement riche en protéines et qui, de nos jours, maintenant, est beaucoup plus privilégiée par rapport à la farine de poisson dont je vous ai expliqué la fois dernière, les insuffisances de nos jours. À moins que la farine de poisson, elle est produite sur place. C'est-à-dire que vous élevez vous-même vos poissons. C'est-à-dire que ce n'est pas importé, quoi. Ce n'est pas importé. Donc, c'est une entreprise sur place qui fait maintenant la farine de poisson et puis la distribue en même temps aux éleveurs. Là, c'est bon. Mais si c'est les farines de poisson qui sont importées, vraiment, il y a beaucoup de problèmes quand même qui sont autour de ça et qui limitent de nos jours maintenant leur utilisation. Donc, nous, on conseille davantage maintenant aux producteurs d'aller vers les sources alternatives de protéines. Donc, ce n'est pas uniquement les farines d'asticot, il y a plusieurs d'autres sources de protéines, mais localement disponibles que les producteurs peuvent facilement utiliser pour pouvoir faire tout cela. Mais le problème, c'est que si ces sources-là n'ont pas été encore étudiées et qu'on ne connaît pas encore leur composition nutritionnelle, ce serait difficile de les utiliser dans une formule alimentaire. Parce que pour pouvoir utiliser, c'est ça, parce que pour pouvoir utiliser une source, une matière première dans une formule alimentaire, il faut que ces sources-là, son apport en nutriments soit connu. Au moins, son apport en protéines, en énergie, et en minéraux, en lysine, en méthionine. Ces nutriments-là sont primordiaux. Il faut connaître ça d'abord avant de pouvoir intégrer cette matière première-là dans votre formule alimentaire. Donc, ici aussi, c'est juste des exemples. La liste, elle est trop longue. La liste, elle est trop longue. De matières premières, sources de protéines d'origine animale, la liste, elle est trop longue. Donc, on ne va pas tout citer, mais c'est juste des exemples que moi j'ai mis ici pour pouvoir quand même vous montrer un peu, voilà, que c'est important d'avoir cette liste-là avec vous. Et à chaque fois
venir là pour voir quelle est la matière première que vous voulez utiliser et puis l'utiliser pour votre formulation. Donc, après les matières premières sources de protéines, nous avons les matières premières, nous avons maintenant les sous-produits issus de la transformation agroalimentaire. Voilà. Donc, vous avez les sons de maïs, les sons de sorgho. Vous connaissez les sons, non? Oui. Voilà. Donc, il y a le son de maïs. Bon, disons de façon générale, les sons de céréales. Tout ce qui est céréales, là, les sons, sons de riz, sons de sorgho, sons de blé, sons de mil, tout ça, là, c'est des sous-produits de transformation agroalimentaire. Agroalimentaire. Donc, vraiment, je, je m'excuse beaucoup. J'ai oublié une partie importante qui, qui est les matières premières sources de protéines, mais d'origine synthétique. Voilà. Il y a les matières premières sources de protéines d'origine végétale, d'origine animale, mais il y en a d'origine chimique, c'est-à-dire qui ne proviennent ni des plantes, ni des animaux. Donc, c'est là que nous avons la lysine et la méthionine. Ce sont des sources de protéines également aussi, mais de nature chimique. Chimique. Voilà, c'est de nature chimique. Donc, c'est des matières premières qui ont été fabriquées dans des laboratoires, dans des industries, qui jouent un rôle d'apport complémentaire en lysine et méthionine. Lysine et méthionine sont souvent des acides aminés essentiels, mais que l'organisme des animaux n'arrive pas à produire. C'est pour ça qu'on fait l'apport de ces deux acides aminés-là à travers l'alimentation pour que l'organisme puisse avoir ça et pouvoir fonctionner correctement. Donc, nous avons trois grandes sous-catégories de matières premières sources de protéines. Il y a les sources de protéines d'origine végétale, d'origine animale et d'origine chimique, telles que la lysine et puis la méthionine. Voilà, donc j'avais oublié ça, donc je tenais à revenir sur ça rapidement. Vous allez voir que leur composition ici, ils ne contiennent plus rien que, vous voyez, la composition de la lysine. Vous voyez ça ici, elle contient 94% de lysine, mais il n'y a plus rien d'autre. 0, 0, 0, 0 partout. Donc, c'est des matières premières chimiques. C'est conçu comme ça. C'est chimique. Donc, ça ne contient que ça. Quand on prononce la méthionine, vous voyez ici, ça contient 100% de méthionine. C'est ça, quoi, en fait. Teneur en eau, vous voyez ici, c'est 0, 0. Il n'y a pas de l'eau. C'est rien que de la matière sèche. 100% de matière sèche. Donc, c'est des matières premières de nature synthétique, de nature chimique. Donc, si je reviens aux sous-produits de transformation agroalimentaire, donc j'en ai parlé déjà, les sons de céréales. Tout à l'heure, je parlais de la drèche de brasserie. Donc, si vous avez des contacts dans les entreprises qui fabriquent les boissons là, la bière, donc il y a les déchets de la bière là qui sont utilisés comme sous-sort d'énergie. Vous voyez, donc ils apportent 18% de protéines et 1980 kilocalories d'énergie par kilogramme de drèche de brasserie. Donc, c'est les sources aussi qui sont aussi utilisées parfois comme matière première dans la fabrication. Tout dépend. Si vous avez accès facilement à ça dans votre environnement, là, vous pouvez l'utiliser dans votre formule alimentaire. C'est simple. Vous comprenez. Donc, il y a beaucoup de ces sous-produits-là comme ça. Il y en a plein. Il y en a plein, 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 plein. Donc, ici, c'est pas aussi une liste exhaustive, c'est juste des exemples que j'ai mis ici quand même pour pouvoir montrer que bon, il y a aussi des sous-produits de transformation agroalimentaire, que ce soit artisanal ou industriel, qu'on peut utiliser quand même pour pouvoir nourrir ces animaux. Ici, nous allons venir maintenant sur les sources de minéraux, parce que les minéraux sont aussi très importants pour les animaux. C'est que les minéraux sont importants pour nous, les humains, ils le sont également aussi pour les animaux. Parce qu'un animal qui est bien nourri a toutes ces facultés-là qui sont correctes. Son système immunitaire est solide. Par conséquent, même quand il tombe malade,
lui-même, il a l'aptitude au fait de se remettre de cette maladie-là, sans que vous ne lui apportez quoi que ce soit. C'est pour ça, nous, on dit souvent, nous les autres techniciens, on dit souvent que le premier médicament de l'animal, c'est son aliment. Le premier médicament d'un animal, c'est son aliment. Donc, quand un animal est bien nourri, c'est rarement il tombe malade. Quand il est bien nourri, bien logé, c'est rarement il tombe malade. Et c'est ça, nous, le rôle que nous jouons en tant que zootechniciens. Nous apprenons aux exploitants, aux éleveurs à bien nourrir leurs animaux, à bien loger leurs animaux, afin de réduire au maximum le risque d'apparition des maladies. Le risque, ce risque-là, on le réduit au minimum. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, l'animal sera plutôt malade, mais pas à une fréquence répétée. S'il tombe malade, c'est parce que peut-être bon, il y a un déficit de minéraux, ou bien il y a un déficit de vitamines. Donc, il faut juste faire un complément, c'est tout. Sinon, si votre animal est bien nourri, bien entretenu sur le plan environnemental, il est bien logé, il n'est pas exposé au soleil, il n'est pas exposé à la pluie, et tout comme ça, il est bien logé, il est bien nourri, il a de l'eau de qualité avec lui. Vous allez voir, vous allez éviter beaucoup plus de maladies. Ouais. Donc, les matières premières sources de minéraux, donc nous avons la coquille d'huître. Voilà, donc la coquille d'huître qui est souvent utilisée. Vous savez pourquoi c'est déjà ça. Il y a la coquille de pervenche aussi, qui est aussi une coquille qui est aussi utilisée. Il y a les pierres léchées. Pourquoi c'est les pierres léchées, les calcaires, ou bien l'argile. Pourquoi c'est l'argile, non? Oui, oui. Voilà, donc c'est souvent aussi des sources de minéraux pour les animaux. Vous allez voir ici que la coquille d'huître apporte principalement, vous voyez, le calcium. Voilà. La coquille d'huître apporte principalement le calcium, 37% de calcium. La pierre léchée apporte du calcium et du phosphore. Calcium et phosphore. Il y a la farine d'os, bon, qui est aussi souvent utilisée aussi, qui apporte aussi du calcium et du phosphore. Le sel de cuisine qui n'apporte que du sodium parce que c'est du NaCl. Donc, c'est du Na, c'est du sodium dont on a besoin. Donc, lui n'apporte que du sodium. Il y a le phosphate biscalcique qui apporte les deux, qui apporte le calcium et puis le phosphore. Donc, on a les prémices qui apportent aussi calcium et phosphore. Voilà, aussi, ici, c'est aussi des exemples, hein, ce n'est pas exhaustif. Sinon, on va citer aussi les coquilles d'œufs aussi. Les coquilles d'œufs aussi sont aussi utilisées parce que vous allez voir parfois, si vous commencez par avoir des problèmes de cannibalisme, c'est-à-dire que vos pondeuses elles-mêmes vont vers les œufs qu'elles ont pondus et puis elles piquent les œufs, elles piquent les œufs, piquent les œufs. C'est parce qu'elles cherchent aussi du minéral. C'est qu'il y a un déficit de minéraux dans votre aliment et elles vont vers la coquille de leur œuf là pour pouvoir avoir ce minéral-là. Donc, il y a la coquille des œufs aussi qui est aussi source de minéral qu'on utilise également aussi dans l'alimentation des animaux. Donc, il y a plusieurs autres sources de minéraux. C'est à vous de voir en fonction de votre environnement là où vous êtes, quelles sont les sources de minéraux que vous pouvez facilement avoir accès et que vous pouvez facilement utiliser dans votre alimentation. Et puis, vous les renseignez dans votre base. Et puis, c'est fini, vous l'utilisez. Donc, ici, sur cette feuille, on a parcouru déjà les matières premières sources d'énergie, sources de protéines, que ce soit d'origine végétale ou animale ou synthétique. Il y a aussi les sous-produits de transformation agroalimentaire, que ce soit artisanale comme industrielle, qui sont aussi utilisés comme comme ressource alimentaire pour les animaux. Nous avons maintenant les sources de minéraux. Voilà, les sources de minéraux qui sont aussi utilisées pour l'apport en minéraux pour les animaux. Maintenant, nous allons voir la dernière catégorie qui est celle des vitamines et des micro-éléments. Les micro-éléments, donc nous avons
le fer, le zinc, le fer, le zinc, le cuivre. Vous voyez, donc c'est les éléments dont les animaux ont besoin. Donc l'iode, vous voyez, donc le fer, le fer qui apporte beaucoup plus qui renforce en fait le sang de l'animal. Donc ça renforce le sang de l'animal. Ça lutte contre l'anémie, quoi, en fait. Ça lutte contre l'anémie Ok. chez l'animal, donc le fer. Donc, il y a chaque micro-élément que vous voyez ici a son rôle dans l'organisme de l'animal. Chaque micro-élément apporte quelque chose de plus. On les appelle des micro-éléments parce que, un, ils ne sont pas demandés. L'animal, leur besoin, c'est-à-dire le besoin de l'animal en ces éléments-là est minime. C'est-à-dire, c'est sous forme de traces. L'animal n'a pas besoin de ça en grande quantité. Pas en grande quantité, non. C'est pour ça qu'on les appelle des micro-minéraux. Donc, c'est des minéraux dont les animaux ont besoin en de très fines quantités. Mais leur absence dans l'organisme de l'animal peut créer de grands dégâts. Peuvent créer de grands dégâts. Donc, tel que vous le voyez ici, il y a la vitamine A et voilà les produits qui sont sources de vitamine A. Donc, quand vous allez dans une pharmacie pour dire que vous voulez acheter de vitamine A500, donc on peut vous vendre la vitamine A500 que vous pouvez venir donner à vos animaux. Et là, c'est que vous leur avez donné de la vitamine A. Vitamine D aussi, voilà les produits sources de vitamine D. Vitamine E, voilà le produit que vous pouvez prendre pour ça. Vitamine K, vitamine B2, vitamine B12, l'acide nicotinique, l'acide folique, tout ça, ainsi de suite. Donc, vous avez tout ce qui est vitamine, ce qui est vitamine et les produits dans lesquels vous pouvez les retrouver. Parce que la vitamine elle-même ne s'achète pas comme ça à la pharmacie. Vous ne pouvez pas aller à la pharmacie pour dire, ah, je veux vitamine A. Non. Je veux un produit qui va apporter de la vitamine A. C'est pareil ici aussi. Est-ce que vous pouvez aller chez quelqu'un pour dire, bon, je veux un produit qui apporte de l'énergie? Ou bien, non, ou bien je vais acheter de l'énergie. Non. C'est que vous voulez un produit qui va vous apporter de l'énergie. Donc, c'est le produit qui contient l'énergie qu'il vous faut. Donc, c'est pareil ici également aussi. C'est un produit qui existe, mais qui contient la vitamine A que vous souhaitez. Donc, vous allez voir ici que les teneurs ont été données, les teneurs en protéines de chacune de ces vitamines, tout ça, c'est donné ici, en protéines. Donc, si vous voulez les utiliser dans votre ration alimentaire, vous pouvez prendre en compte ces teneurs-là pour pouvoir les incorporer dans votre ration alimentaire. Donc, voilà, pareil aussi pour voyez, non, ce produit-là qui apporte du fer, contient 36% de protéines. Le sulfate ferreux qui apporte du fer, contient 30% de protéines. Donc, si vous voulez faire faire une formule alimentaire et que dedans, vous voulez utiliser le sulfate ferreux, par exemple, vous devez forcément prendre en compte les 30% de protéines que ça apporte, forcément, dans votre alimentation. Donc, c'est un peu ça, ce qui en est des vitamines et des micro-minéraux. Donc, je crois que voilà, c'est un peu ce que je voulais qu'on parcourt ensemble. Parce que je pourrais vous envoyer la base, hein, mais vous risquez au fait de vous perdre un peu, de vous perdre un peu. Donc, j'ai voulu d'abord vous la présenter et ensuite, maintenant, je vais vous l'envoyer et vous allez maintenant encore la parcourir, peut-être reposer pour voir et commencer déjà maintenant, déjà peu à peu, par la renseigner, par la renseigner en fonction des informations de chez vous là-bas, par la renseigner jusqu'à avoir maintenant vous-même votre propre base de matière première pour l'alimentation de vos animaux. Voilà, c'est un peu ça. Si vous avez des questions, des inquiétudes. Bon, au niveau des... euh, quand même, c'est bien expliqué. Donc, au niveau des matières premières, sources d'énergie, Oui, parce qu'en ce moment, chez nous, il y ok, a une pénurie de maïs. ok, À ce moment, maïs, on ne voit même pas.
Donc, vu qu'il n'y a pas de maïs, je sais que c'est possible de trouver le mil. Bon, le sorgho aussi, le sorgho, ça va être compliqué ou bien le prix, ça serait élevé. Donc, par exemple, le mil, je peux remplacer le maïs par le mil. OK. Et ensuite, la farine de manioc. Mais comment obtenir la farine de manioc? Voilà. Après la récolte du manioc, vous allez maintenant l'épulcher. Vous l'épulchez. Après l'avoir maintenant épulché, vous allez maintenant tremper du moins ces tubercules-là dans de l'eau tiède. Pourquoi est-ce qu'on fait ça comme ça? Parce que le manioc aussi contient aussi un facteur antinutritionnel. Le manioc, d'abord, est très riche, hyper riche d'abord en énergie et en amidon. Oui, Et l'amidon, quand c'est beaucoup aussi, ça risque peut-être de nuire également aussi aux animaux. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va, on trempe en fait ces tubercules-là dans de l'eau tiède pendant une période donnée. Et c'est après ça maintenant qu'on les sort de l'eau tiède et qu'on les sèche totalement. On les sèche totalement. Elles deviennent totalement sèches. Là maintenant, on peut passer maintenant à la mouture pour avoir la farine du manioc. ok. Une autre question. Si le son de riz est une source d'énergie, donc par déduction, forcément le riz aussi doit être une source d'énergie. Oui, le riz est une source d'énergie. Et puis, je l'ai mis ici. Bon, ici, j'ai parlé du son de riz. Vous allez voir, ça Oui, apporte plus de l'énergie que de protéines. Ça apporte 12% de protéines. Mais l'énergie, c'est 2860. Donc, le son de ouais, riz est utilisé plus comme source d'énergie que de protéines. C'est pareil pour le riz également aussi. Le riz lui-même là apporte plus d'énergie que de protéines. C'est comme ça. ouais. Voilà. Donc, par exemple, si, bon, parce que je sais que ça va être compliqué pour trouver du maïs. J'avais même parlé, bon, j'ai rencontré un Guinéen sur le forum, mais ce Guinéen, lui, il est dans une région qu'on appelle la forêt. La dernière fois, parce que là-bas aussi, c'est une région là où ils font beaucoup d'agriculture. Je lui ai demandé, il m'a dit qu'à ce moment, il y a du maïs là-bas, donc j'essaie de me débrouiller au moins pour envoyer, même si c'est 4 tonnes, pour 4 tonnes. Mais en attendant, donc, je peux remplacer parce que je sais que le riz, ça, il y en a partout. Dans un premier temps, je peux remplacer le riz par le maïs. C'est une possibilité. Oui, oui. Mais Mais là, mais le problème la du question riz, qui va se poser, le problème du riz, c'est quoi? Le riz contient plus de fibres que le maïs. ah, Or, la volaille n'aime pas trop les fibres. La volaille aime les fibres, mais à une teneur donnée, à une teneur raisonnable. Donc, si, donc c'est tout, en tout cas, tout ça là, en fait, est affaire de formulation. Quand vous mettez le riz dans votre formule alimentaire, dans votre logiciel de formulation, avec ses compositions en protéines, énergie, fibres, tout, votre logiciel prend ça en compte en même temps pour vous dire quelle est la quantité de riz que vous pouvez utiliser pour ne pas dépasser la teneur en fibres que vos animaux tolèrent. C'est comme ça. Donc, le riz, son problème, c'est ça aussi. Le riz contient plus de fibres que le maïs. Vous voyez? Or, la fibre, les animaux en ont besoin, les volailles en ont besoin parce que les volailles sont des carnivores. Si c'était maintenant oui, le lapin, il n'y a pas de souci, parce que le lapin aime les fibres. Si c'était les ruminants aiment les fibres, mais la volaille n'aime pas trop les fibres. Ça ne veut pas dire que l'aliment de la volaille ne contient pas de fibres, non. Ça contient de fibres, mais à une teneur donnée. En fonction du stade de développement des animaux, il y a la teneur en fibres de l'aliment qu'on doit avoir. C'est un peu ça. ok. Donc, toujours, par exemple, sur le riz, en faisant
en remplaçant maintenant le riz en remplaçant le maïs par du riz. Et là, pour faire le mélange, le riz maintenant, ça, on n'a plus besoin de concasser. Ou bien on va le concasser. Non, vous devez le concasser. Vous devez le concasser, forcément. Si Ok, vous, vous concassez. si vous ne concassez pas, votre mélange ne pourra pas être homogène. Ah, Voilà. Il faut que le mélange soit homogène, totalement homogène. Donc, vous devez le concasser pour que ça puisse se mélanger aux autres matières premières. C'est comme ça. ok, donc vous concassez ça. Après, vous mélangez d'abord riz avec son de blé. Et Voilà. après, maintenant, en tout cas, faire un mélange, un pré-mélange. C'est Ok, ça. Voilà. Premier mélange des matières premières, source d'énergie à part. Premier mélange des matières premières, source de protéines à part. Des micro-matières premières, les matières premières qui sont, dont vous avez besoin, mais en termes de quantité très fine, comme les micros, les minéraux, comme les vitamines. Ça, là, on ne les mélange pas directement comme ça dans l'aliment. Parce qu'on les fait. Donc, on les garde d'abord. C'est quand tout l'aliment est prêt, maintenant qu'on les met dedans pour mélanger. ok, c'est noté. Juste, donc une dernière question. Bon, quand même, ça, c'est pas une dernière question. Je sais pas, tu sais, la dernière fois, je t'ai envoyé une vidéo là. Ah, ok, j'ai pas pu. Le Ah, J'ai pas pu ok. encore suivre ça Donc, parce que vraiment, j'étais totalement pris. J'étais mhm, j'étais totalement pris. Totalement pris. ok. Bah Même ce là, on soir, peut laisser ça pour demain. je suis rentré tout à l'heure, même quand je me suis connecté en même temps pour la séance. Ok. Et donc, en un mot, c'est les questions là dont je voulais poser, puis je pense que c'est bon. Ok, il n'y Ouais, a pas ouais. de souci. Donc, ça veut dire que déjà dès demain, on peut déjà passer à la formulation. On va commencer dire avec la formulation demain. On va commencer avec la première technique et puis un peu, quoi. Ok. Donc, demain, à quelle heure? Vraiment, avec mes programmes maintenant que j'ai actuellement, demain, ça ne peut être que à la même heure, 21h30 aussi. Ok. Mm. Ok, ça marche. Ça marche, pas de problème.